Donc, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Ok, donc on va faire un petit rappel sur le système nerveux, puis on va continuer la partie qui nous reste du dernier cours qu'on a fait la dernière fois en présentiel, enfin il y a 3 mois. Donc un petit rappel pour le système nerveux. Vous avez le système nerveux est constitué d'un système nerveux central qui est constitué par l'encéphale et la moelle épinière et le système nerveux périphérique. Le système nerveux périphérique donc regroupe 12 paires crâniens et 31 paires rachidiens. Donc rapidement, la moelle épinière est contenue dans le canal rachidien, donc formé par un renflement cervical et un renflement lombaire qui constitue ce qu'on appelle l'émergence du plexus brachial et lombo-sacré. Le rôle de la moelle épinière, c'est la fonction de conduction et centre d'intégration des réflexes. Donc, pour la fonction de conduction, il faut savoir que la moelle épinière est parcourue par plusieurs voies euh, ascendantes et descendantes. Donc, تقول لك ici, روحي tout ce qui est وانت تقولي descendant, هذا. c'est en rouge, et tout ce qui est ascendant, c'est en bleu. Tout ce qui est ascendant va conduire l'information de la périphérie, c'est-à-dire des récepteurs périphériques au niveau des mains, des pieds, etc., vers les centres supérieurs, c'est-à-dire va conduire, par exemple, les sensations concernant le toucher, la douleur, etc., suite à des stimulations externes, bien sûr, pincement, etc., vers les centres supérieurs. Tout ce qui est descendant va conduire les informations donc descendantes vers les muscles, qui sont de nature, donc c'est l'excitation nerveuse responsable de la contraction musculaire. Centre d'intégration des réflexes, vous savez qu'au niveau de la moelle épinière, parfois il y a des réactions directes, donc pas besoin de la volonté. Donc des réactions directes suite à certains types de stimulation. Ces réactions directes involontaires s'appellent les réflexes. Et comme le centre est au niveau de la moelle épinière, donc tout simplement, donc comme le centre est au niveau de la moelle épinière, on parle de réflexe médulaire, donc originaire de la moelle épinière. L'encéphale, c'est le cerveau, les hémisphères cérébraux, donc l'hippocampe, l'amygdale, le noyau gris de la base, le thalamus, l'épiphyse et l'hypophyse postérieure. On commence par les hémisphères cérébraux, donc ce sont deux hémisphères, donc côté droit et côté gauche, qui sont divisés par certains sillons en lobes. Vous avez le lobe frontal, le lobe préfrontal, le pariétal, l'occipital et le temporal et le lobe d'insula, qui est un peu caché. Donc, ces lobes, habituellement, hmm, habituellement, chaque lobe a une fonction déterminée. Par exemple, le lobe frontal, c'est beaucoup plus la motricité. Le pariétal, c'est la somesthésie, c'est la sensation de l'organisme. L'occipital responsable de la vision. Le temporal est responsable de l'audition. Et même le temporal interne, c'est la mémoire. Il faut savoir qu'il y a deux hémisphères qui sont interconnectés avec des faisceaux interhémisphériques qui sont constitués par des axones. Donc, il y a des connexions interhémisphériques qui sont des axones. Il y a même des connexions antéro-postérieures, donc, qui sont constituées par des axones. Donc, ça, c'est pour les hémisphères cérébraux. Pour les noyaux gris de la base, donc, il faut savoir que les noyaux gris de la base sont des structures sous-corticales. Donc, au-dessous de la substance grise, donc il y a la substance blanche, puis il y a ce qu'on appelle les noyaux gris de la base, et qui sont responsables essentiellement dans l'harmonisation du mouvement. On va voir les détails après. Il y a aussi ce qu'on appelle le cervelet. Le cervelet est relié au tronc cérébral en postérieur et il est sous le cerveau, donc dans sa localisation. Donc si on parle de cervelet, c'est-à-dire tout simplement petit cerveau, parce que à la même structure sont deux hémisphères avec des noyaux gris à l'intérieur. Donc c'est presque la même structure. C'est pour ça qu'on parle de cervelet, c'est-à-dire un petit cerveau. Le tronc cérébral sur le plan anatomique est constitué par ce qu'on appelle 3 étages. Il y a le bulbe rachidien,
le pont au milieu et le mésencéphale. Donc, au niveau de ces trois étages, donc, il y a quelque chose qui est très important. Donc, le tronc cérébral, au niveau du tronc cérébral, on trouve les noyaux des pères crâniens, des nerfs crâniens. Donc, rappelez-vous qu'il y a 12 pères crâniens. Donc, au niveau du tronc cérébral, on trouve les noyaux, c'est-à-dire là où il y a les axones, enfin les neurones des pères crâniens. Donc, au niveau des trois étages du tronc cérébral, il y a les neurones des pères crâniens. Donc, et on parle de pères crâniens. Enfin, des noyaux du père crânien. Le rôle du tronc cérébral, c'est la régulation du veille et du sommeil par une substance dite une substance réticulée. Donc, c'est la régulation de l'alternance veille et sommeil. Donc, ça, c'est le rôle du tronc cérébral, ainsi que les pères crâniens qui jouent plusieurs rôles qui sont soit sensoriels, soit somesthésiques, soit moteurs, soit végétatifs. Donc, quel que soit. Donc, ça dépend du nerf crânien concerné. Le système nerveux périphérique comprend les nerfs rachidiens et les nerfs crâniens, qui partent du système nerveux central pour innerver le reste de l'organisme. Les nerfs crâniens sont un nombre de 12 paires qui peuvent être, comme je viens de le dire, moteurs, sensitifs et sensoriels, ou mixtes, et certains ont une composante végétative, c'est-à-dire autonomique, font partie du système nerveux autonome. Donc, sont au nombre de 12, donc numérotés, vous avez le nerf olfactif, le 2 c'est l'optique, le 3 c'est le nerf oculomoteur, le 4 c'est le trochléaire, le 5 c'est le abducens, donc qui est associé au nerf oculomoteur, le 5 c'est le trijumeau, donc et ainsi de suite. Vous avez le facial qui est très important, c'est le 7, le vestibulo-cochléaire c'est le 8, et ainsi de suite. Ça, c'est le nerf vague est le plus important en ce qui concerne la fonction du système nerveux autonome. Pour les nerfs les plus importants sont par exemple le trijumeau qui énerve la face par trois branches V1, V2, V3, donc ophtalmique, mandibulaire supérieur, mandibulaire inférieur. Vous avez le facial qui est important parce qu'il énerve la face, donc ça c'est très important. Le vestibulo-cochléaire, donc parce qu'il énerve l'oreille et assure les fonctions d'équilibration. Vous avez aussi le nerf vague qui est très important parce qu'il énerve le cœur, l'estomac, le poumon et le reste des viscères tels que les intestins, l'estomac et le, le foie. Donc, c'est très important pour la régulation des fonctions internes de l'organisme. Les nerfs rachidiens sont au nombre de 12, de 31, donc de chaque côté. Il faut savoir que euh, pour c'est un couple transversal, donc il y a pour chaque étage médulaire, donc vous avez une racine antérieure motrice, une racine postérieure sensitive. Donc les nerfs rachidiens, c'est un anastomose pour donner ce qu'on appelle les plexus. Il y a le plexus lumbosacré et le plexus brachial. L'ensemble des nerfs rachidiens, donc leur distribution dans l'organisme et avec leur territoire d'innervation cutanée dans ce qu'on appelle les dermatomes. Donc c'est quoi un dermatome? C'est tout simplement une région cutanée innervée par le même étage médulaire, c'est-à-dire par la même racine rachidienne. Donc, ça donne ce qu'on appelle la notion de dermatome qui sont très importants pour la distribution et la sémiologie clinique des douleurs en médecine. Maintenant, on passe à notre cours d'aujourd'hui, c'est les bases neurophysiologiques de certaines fonctions de l'organisme. On commence par la fonction de somesthésie. Donc, c'est quoi somesthésie? C'est tout simplement soma, c'est le corps, esthésie, c'est la sensation, c'est-à-dire la sensation du corps, de l'ensemble du corps, donc à l'exception des organes de sens. C'est-à-dire, aujourd'hui, on parle uniquement, pour la somesthésie, on parle uniquement de la peau et de la sensation des organes internes, c'est-à-dire tout ce que vous sentez au niveau de la peau, donc, et au niveau de des organes internes, tels que par exemple une douleur de l'estomac, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la somesthésie, par définition. Euh,
La somesthésie, donc tout ce qui est somesthésique, donc commence toujours par ce qu'on appelle la sensibilité somesthésique, donc commence toujours par un récepteur. Donc il y a toujours un récepteur, donc il y a toujours un récepteur, donc un récepteur, pardon. Donc il y a toujours un récepteur qui capte l'information. Puis il y a ce qu'on appelle une voie afférente, pardon, donc nouvelle diapo. Donc, quelle que soit l'information somestistique, ça commence toujours par un récepteur, par une voie euh, efférente qui véhicule l'information vers un centre d'interprétation qui est le système nerveux central. Donc, ça, c'est le schéma général du système somestistique. Vous avez toujours un récepteur qui capte l'information, une voie qui véhicule l'information vers le centre et un centre d'intégration de l'information. Donc ça, c'est d'une façon générale. On commence par les récepteurs. Donc, c'est quoi les récepteurs? Ce sont des structures spécifiques qui transforment les stimulations de type mécanique, chimique, etc. en signaux électriques interprétables par le système nerveux. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les récepteurs. Donc, ces récepteurs sont de localisation cutanée. Il y a plusieurs types de récepteurs cutanés. Vous avez le corpuscule de Pacini, corpuscule de Meissner, les récepteurs des follicules pileux, les corpuscules de Ruffini, de Meckel, etc. Donc, tous ces récepteurs donc, captent les informations, plusieurs types d'informations. Ces informations sont bien sûr des stimulations de type mécanique exercées sur la peau. Donc, ça, c'est l'ensemble des récepteurs cutanés. Donc, et attention, chaque récepteur code une information. Par exemple, le corpuscule de Pacini, donc, code les informations de type vibration. C'est-à-dire, s'il y a une vibration dans votre poche liée à votre portable, donc c'est la corpuscule de Pacini qui capte ces informations. La même chose pour les autres récepteurs. Chaque récepteur capte un type de stimulation. Par exemple, les informations de type douloureuse sont captées par les récepteurs dites fibres nerveuses libres, etc. Donc, ça, c'est les récepteurs cutanés. Il y a aussi ce qu'on appelle les récepteurs tendineux et musculaires, donc qui captent le niveau de tension du muscle et du tendon. Donc, le niveau de tension du muscle et du tendon, ça, c'est des récepteurs tendineux. Et bien sûr, il y a des récepteurs qui sont de localisation articulaire au niveau des articulations et au niveau viscéral, au niveau de l'estomac, du cœur, etc. Donc, qui captent certaines informations de nature mécanique et chimique, de nature mécanique telle qu'une distension du côlon, par exemple, si vous mangez un peu par exemple, beaucoup d'haricots, vous aurez une distension très importante du côlon liée au gaz. Donc, il y aura une stimulation douloureuse qui va être captée par les récepteurs au niveau du côlon. Donc, c'est des stimulations de type mécanique. La même chose si vous avez un petit problème cardiaque, donc une petite ischémie cardiaque, une diminution du sang au niveau du cœur, il y aura libération de certaines substances chimiques qui stimulent certains récepteurs et qui va vous donner l'impression d'avoir une douleur au niveau cardiaque. Donc, ça, c'est les différents types de récepteurs. Quel que soit le type de récepteur, chaque récepteur est caractérisé par ce qu'on appelle le potentiel récepteur. Donc, la sensation commence toujours par un potentiel récepteur. C'est quoi un potentiel récepteur? C'est tout simplement une petite dépolarisation, comme dans ce cas, vous avez le corpuscule de Pacini, suite à une stimulation de type vibratoire, vous aurez une petite dépolarisation qui est locale, qui reste locale au niveau du corpuscule de Pacini. Cette dépolarisation locale, elle s'appelle le potentiel récepteur. Et parmi les caractéristiques de cette dépolarisation locale, donc premièrement c'est local et deuxièmement cette dépolarisation est sommable, c'est-à-dire s'il y a plusieurs stimulations, donc à différents endroits du corpuscule de Pacini, il y aura la somme des stimulations pour engendrer une réponse plus grande.
La même chose, cette réponse est dite locale, sommable, donc locale et sommable. euh, Suite à une stimulation très intense, vous aurez une réponse très importante qui peut provoquer la genèse d'un potentiel d'action. Et à ce niveau commence ce qu'on appelle l'information proprement dite. Donc, suite à une stimulation du récepteur, vous aurez un potentiel récepteur qui augmente de taille jusqu'à atteindre le seuil de déclenchement d'un potentiel d'action. Et à partir de là, vous aurez un ou plusieurs potentiels d'action et l'information commence ici, donc pour être véhiculée par les voies afférentes vers les centres supérieurs. Pour les voies afférentes, vous avez ce qu'on appelle les voies somesthésiques. Donc, il y a deux voies somesthésiques principales. Donc, quelle que soit la voie, donc, ces voies sont constituées par un ensemble de neurones. Donc, ces neurones sont regroupés en trois groupes et on parle de trois ordres. Donc, vous avez les neurones N1, c'est-à-dire du premier ordre, qui sont plusieurs neurones qui sont interconnectés avec les neurones du deuxième ordre et les neurones du deuxième ordre sont interconnectés avec les neurones du troisième ordre pour véhiculer l'information jusqu'au centre supérieur. Donc ça, c'est grosso modo. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'il y a un problème? Donc vous n'avez pas de problème, non? Tout va bien? D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les voies somesthésiques. Donc on a dit qu'il y a deux voies somesthésiques, quelle que soit la voie, donc sont constituées de trois groupes de neurones. Les neurones du premier ordre qui font connexion avec les neurones du deuxième ordre. Les neurones du deuxième ordre font connexion avec les neurones du troisième ordre. Les neurones du troisième ordre font connexion avec le cortex cérébral, donc qui interprète les informations somesthésiques. On parle de cortex somesthésique parce que ce cortex est spécifique à la somesthésie. Donc spécifique à la somesthésie, c'est-à-dire à l'information somesthésique. Donc, on passe aux voies somesthésiques. On a dit qu'il y a deux voies somesthésiques principales. Donc, la première voie, c'est tout simplement une voie qui véhicule certains types d'informations. Donc, premièrement, cette voie s'appelle la voie coordonnale postérieure. La voie coordonnale postérieure, pourquoi? Parce qu'elle est localisée au niveau du cordon postérieur de la moelle épinière. Donc, c'est pour ça qu'elle s'appelle la voie coordonnale postérieure. Donc, véhicule certains types d'informations. C'est quoi ces informations? Donc, sont tout simplement le tact épicritique, c'est-à-dire le toucher avec précision, tel que le vibration, tout ce qui est touché, caresse, etc. Donc, ça, c'est les informations véhiculées par cette voie, ainsi que ce qu'on appelle euh, les informations de type proprioceptive consciente, c'est-à-dire la position de votre corps dans l'espace à l'état statique et à l'état dynamique. C'est quoi la position de votre corps dans l'espace? C'est-à-dire si vous êtes en position assise, vous avez par exemple les genoux qui sont fléchis. Donc, il y a des récepteurs qui captent les informations des articulations et vous disent que vos genoux sont fléchis. Donc, pas besoin de vérifier votre position. Donc, vous savez que vous avez les genoux qui sont fléchis en position assise sans problème. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la proprioception, c'est-à-dire la sensation de notre propre corps dans l'espace, c'est-à-dire des articulations, de la position de chaque articulation, de la contraction de chaque muscle, de l'état de tension de chaque tendon. Donc, en permanence, donc c'est grâce à ce système. Donc, ce système est constitué par trois groupes de neurones. Donc, les neurones N1 donc, ramènent l'information de la périphérie, des récepteurs cutanés qui sont localisés au niveau des mains, des pieds, etc. Donc, jusqu'à la moelle épinière. Attention à l'entrée de la moelle épinière, ces informations montent directement jusqu'au tronc cérébral où vont faire des connexions synaptiques avec les neurones N2. Donc, ces neurones N2 vont croiser la ligne médiane et passent vers le côté opposé, c'est-à-dire du côté droit passe au côté gauche et du côté gauche
passe au côté droit jusqu'au thalamus, où ils vont faire connexion avec les neurones N3. Donc, ici, neurone N3 donc, passe au cortex somesthésique. Donc, ici, neurone N3 passe au cortex somesthésique contralatéral. Donc, je répète, les neurones N1 ramènent des informations des récepteurs. Et si neurone entre directement au niveau de la moelle épinière, il monte directement homolatéralement, c'est-à-dire du même côté de la stimulation jusqu'au tronc cérébral. À partir de là, ils vont faire connexion avec les neurones N2. Et ces neurones N2 vont passer vers l'autre côté, donc vont croiser ce qu'on appelle la ligne médiane et monte jusqu'au thalamus contralatéral. Et au niveau du thalamus contralatéral, vous aurez les connexions avec les neurones N3. Donc, à ce niveau, donc, il y a l'information qui monte du N3 jusqu'au cortex somesthésique primaire cortex somesthésique contralatéral. La deuxième voie s'appelle la voie antérolatérale. Cette voie est antérieure et latérale au niveau de la moelle épinière, c'est-à-dire sa localisation anatomique est antérieure au niveau antérieur et latéralement par rapport à la moelle épinière. Donc, cette voie s'occupe de certains types d'informations qui sont premièrement la sensation de type douloureuse, c'est-à-dire tout ce qui est nociceptif, donc nociceptif, donc tout ce qui est douleur, donc en cas de stimulation douloureuse de l'organisme. Et euh, donc, ça, c'est le premier type d'information. Deuxièmement, c'est les sensations de type thermique, c'est-à-dire tout ce qui est chaud et froid. Donc, s'il y a quelque chose de chaud ou de froid qui touche la peau, donc, toutes ces informations vont être véhiculées par cette voie dite antérolatérale. Une petite différence anatomique entre la voie antérolatérale et coordonnale postérieure, c'est que les neurones N1 pour ces informations, pour cette voie. Donc, attention, ces neurones N1 vont faire connexion avec le deuxième neurone au niveau de la moelle épinière. Ce n'est pas la même chose que la voie coordonnale postérieure où les neurones N1 montent et vont faire connexion avec les N2 au niveau du tronc. Cette fois-ci, c'est au niveau de la moelle épinière. Puis, à partir de là, les neurones N2 vont croiser la ligne médiane et montent jusqu'au thalamus contralatéral, puis le cortex somesthésique. Donc, la différence, c'est au niveau des connexions synaptiques entre neurones N1 et N2. Donc, pour le N1 et N2, pour le coordonnal postérieur, c'est au niveau du tronc, mais par la voie antérolatérale, c'est entre N1 et N2 au niveau médulaire. En ce qui concerne la sensibilité de la face, c'est un peu différent. Donc, tout ce qui a été expliqué, donc, ça concerne la sensibilité de l'ensemble de notre corps. Pour la sensibilité de la face, c'est un peu différent. Donc, parce que vous avez un seul nerf, enfin deux nerfs, un droit et l'autre du côté gauche, donc qui énerve la face, qui est le nerf trijumeau, donc avec ses trois branches. Donc, ce nerf est constitué d'une chaîne de trois neurones. Donc, les neurones N1 se projettent au niveau de trois noyaux du tronc cérébral. Et à partir de ces trois noyaux du tronc cérébral, vous avez une projection du neurone N2 jusqu'au thalamus. Et à partir du thalamus, vous avez les neurones N3 qui vont véhiculer les informations vers le cortex somesthésique. Maintenant, l'information, quel que soit pour le corps ou pour la face, l'information est au niveau du cortex somesthésique. Donc, c'est quoi le cortex somesthésique? C'est tout simplement une zone du cerveau, donc de localisation pariétale, qui est divisée en trois zones. Vous avez le S1 qui est le cortex somesthésique primaire, vous avez le S2 qui est le cortex somesthésique secondaire et le cortex pariétal postérieur qui est une région responsable de la somesthésie. On commence par le S1. Il faut savoir que sur une coupe comme ça, donc, enfin, ça c'est virtuel, hein, c'est pas réel. Donc, le cortex somesthésique S1 est organisé somatotopiquement, c'est-à-dire chaque région du corps est représentée au niveau du S1, donc avec des proportions différentes, c'est-à-dire chaque région du corps occupe une surface différente, donc en fonction de sa valeur fonctionnelle, c'est-à-dire en fonction de la densité des récepteurs de chaque région. Par exemple, la main,
est bien représenté occupe une surface très importante ainsi que la face au niveau du cortex somesthésique. Pourquoi? Parce que tout simplement au niveau de la main et au niveau de la face, on trouve beaucoup de récepteurs. Donc, si on parle de beaucoup de récepteurs, automatiquement beaucoup de fibres afférentes primaires, beaucoup de fibres afférentes secondaires et une surface d'interprétation de codage de l'information très importante au niveau cortical. C'est pour ça que vous trouvez que la main occupe une grande surface au niveau cortical. La même chose au niveau pour le pied, le corps, etc. Donc, chaque segment du corps, c'est en fonction de la densité des résultats. Il y a aussi ce qu'on appelle une organisation en colonnes fonctionnelles. Donc, pour chaque région du corps, il y a des colonnes comme ça dans le sens tangentiel, c'est-à-dire, non, je veux dire longitudinal comme ça. Donc, qui ces colonnes. Donc, chaque colonne s'occupe d'une sensation déterminée. Par exemple, il y a des colonnes spécifiques à la douleur, des colonnes spécifiques au toucher, des colonnes spécifiques aux vibrations, des colonnes spécifiques à l'étirement de la peau, etc. Donc, chaque colonne s'occupe d'une modalité sensorielle, donc du système somesthésique. En ce qui concerne maintenant la motricité, on passe rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, la motricité, donc, en ce qui concerne la motricité, donc, le mouvement est organisé d'une façon très simple, mais attention avec des niveaux hiérarchiques. Donc, le premier niveau, c'est le niveau des réflexes médulaires, c'est-à-dire vous avez le système somesthésique qui se connecte directement avec le système moteur au niveau de la moelle épinière et génère ce qu'on appelle les réflexes médulaires. Il y a le deuxième niveau qui est une modulation cérébuleuse. Donc ça, c'est l'intervention du cervelet. Le troisième niveau, c'est une modulation du noyau gris de la base. On va voir les détails. Et enfin, vous avez une modulation du cortex. Enfin, il y a un mouvement qui part directement du cortex moteur. On commence par le plus simple, c'est les réflexes médulaires. Donc, ces réflexes sont dites médulaires parce que sont originaire de la moelle épinière, là où vous avez une neurone afférente qui se connecte avec un neurone, une fibre afférente qui se connecte avec une fibre efférente. Donc, l'arc réflexe médulaire est constitué toujours par un récepteur qui capte un stimulus, une voie afférente qui véhicule les informations vers la moelle épinière. Au niveau de la moelle épinière, il y a intégration de l'information, puis la sortie de l'information s'effectue grâce à une voie efférente qui véhicule l'information à l'effecteur qui est bien sûr le muscle et vous aurez une réaction qui est toujours presque une réaction de contraction musculaire. Ça, c'est l'arc réflexe simple médulaire. Il faut savoir qu'il y a deux types de réflexes. Il y a le réflexe myotatique qui est lié à l'étirement des muscles, c'est-à-dire suite à un étirement des muscles, vous aurez le développement d'un réflexe donc par la voie afférente qui véhicule les informations concernant l'étirement par sous forme de potentiel d'action. Ces potentiels d'action donc arrivent au niveau de la moelle épinière, donc vont se connecter monosynaptiquement avec un neurone moteur qui est le motoneurone alpha et à partir de là, donc il y aura excitation du motoneurone alpha qui va exciter le muscle, donc vous aurez une contraction musculaire. Donc pour le réflexe médulaire, c'est très simple. Un étirement du muscle provoque l'excitation du récepteur. Les récepteurs envoient des informations sous forme de potentiel d'action jusqu'au motoneurone. Là, il y a une connexion synaptique, donc libération du neurotransmetteur qui excite le motoneurone. Et à partir du motoneurone, vous aurez des potentiels d'action véhiculé par un motoneurone jusqu'au muscle, jusqu'aux fibres musculaires. Là où vous trouvez ce qu'on appelle les plaques motrices, il y aura libération de l'acétylcholine, développement d'un potentiel de plaques motrices, puis un potentiel d'action musculaire, puis une contraction musculaire par les phénomènes biochimiques de la contraction musculaire qui font appel à ce qu'on appelle les protéines contractiles, lactine, myosine, etc. Donc ça, c'est le réflexe myotatique. Le rôle de réflexe myotatique, donc un rôle très important, c'est
ce qu'on appelle le tonus musculaire, et en même temps, on l'utilise en médecine comme réflexe tendineux, donc comme les réflexes tendineux qu'on utilise en médecine, donc pour explorer les différents niveaux de l'atteinte nerveuse du système nerveux central et périphérique d'un malade. Donc, après, vous avez ce qu'on appelle le réflexe de retrait, qui est un réflexe ipsilatéral de flexion, qui est mis en évidence chez les grenouilles. Donc, grâce à des stimulations nociceptives au niveau de la patte de l'animal. Donc, si vous avez par exemple un animal dit spinal, c'est-à-dire vous allez détruire les centres supérieurs, le cerveau, le cervelet, etc. Donc, ce qu'on appelle l'animal spinal. Donc, il n'y a que la moelle épinière. Donc, suite à des stimulations, on a remarqué que il y a des contractions réflexes, enfin des contractions de la patte de l'animal suite à des stimulations nociceptives, donc de type douloureuse. Donc, suite à ces stimulations, donc, vous avez des réactions dites de réactions de retrait. Donc, c'est quoi ces réactions de retrait? C'est-à-dire, lors d'une stimulation, vous aurez le retrait de la patte de l'animal. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le réflexe de retrait. Donc, le réflexe de retrait. Donc, l'organisation de ce réflexe est très simple. Vous avez la peau qui est le récepteur. Donc, à ce niveau, on trouve les récepteurs nociceptifs. Donc, qui déchargent suite à une stimulation nociceptive, c'est-à-dire douloureuse. Donc, vous aurez la genèse d'un potentiel d'action au niveau de la fibre afférente. Le centre, il y a un interneurone qui s'interpose, puis un ou plusieurs, puis excitation du motoneurone, et vous aurez le mouvement réflexe. Le rôle de ce réflexe, c'est bien sûr la protection de l'organisme contre les stimulations nociceptives telles que risque de brûlure, etc. Donc, suite à une stimulation nociceptive, comme dans ce cas, donc vous avez l'action le mouvement de retrait de la main, donc pour éviter le risque de brûlure. Donc, ça, c'est le réflexe myotatique de retrait. Donc, son rôle est la protection de l'organisme. On passe à un autre niveau qui contrôle la motricité, c'est le cervelet. Donc, le cervelet, c'est un petit cerveau qui contrôle la sortie du système descendant, c'est-à-dire le mouvement et la posture, l'autonomie et l'équilibre, et l'oculomotricité, c'est-à-dire les mouvements des yeux. Donc, attention, le cervelet, c'est un comparateur de mouvement. Donc, qu'est-ce qu'il fait le cervelet? Donc, il reçoit le plan par le système somesthésique, le plan du mouvement par le système moteur, donc généré au niveau du cortex moteur, et en même temps, il reçoit les afférences du système somesthésique pour évaluer ce qu'on appelle les performances du système somesthésique. C'est-à-dire, il reçoit un plan de contraction musculaire tel que ramasser par exemple un stylo. Donc, à ce moment même, il reçoit certaines informations du niveau de contraction de chaque muscle de la main, du corps, etc. Il évalue ce qu'on appelle les performances. Est-ce que vous pouvez les faire? Non. Avec équilibré ou non. Puis, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ajuster donc les tensions musculaires en fonction du besoin. C'est-à-dire, si vous êtes déséquilibré, il va rééquilibrer votre corps, etc. Donc, ça, c'est le rôle du cervelet. Et en général, on divise le cervelet en trois cervelets. Il y a ce qu'on appelle le spinocérébellum, donc le spinocervelet qui se connecte avec la moelle épinière et qui reçoit les informations de type euh, somesthésique. Le cérébrocervelet, donc qui reçoit les informations du cortex moteur, donc, et ce qu'on appelle le vestibulo-cervelet qui reçoit les informations du système vestibulaire qui sont constituées par l'oreille interne, donc qui valide l'état d'équilibration de votre organisme. Il y a aussi les noyaux gris de la base qui sont des structures localisées au niveau sous-cortical qui qui n'ont pas de connexion directe avec la moelle épinière, mais attention, sont interconnectés et se connectent avec les différentes régions du cortex moteur. Donc, le rôle
le rôle des noyaux gris de la base, c'est le contrôle du mouvement volontaire qui consiste à faire un plan moteur et exécution d'un mouvement harmonieux. Des mouvements harmonieux, c'est-à-dire un mouvement sans trop, sans peu, c'est-à-dire il n'y a pas d'hyper-mouvement ou d'hypo-mouvement, ce qu'on appelle l'hyperkinésie et l'hypokinésie. Donc ça, c'est le rôle des noyaux gris de la base. Et rappelez-vous que s'il y a une perturbation des noyaux gris de la base suite à une diminution d'une substance neurochimique dite la dopamine, vous aurez ce qu'on appelle la maladie de Parkinson, qui est caractérisée par une diminution du mouvement. Vous allez trouver un Parkinsonien qui bouge très lentement, il est figé, c'est-à-dire rigide, avec des tremblements des mains. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la maladie de Parkinson liée à une perturbation au niveau du noyau gris de la base qui est elle-même liée à une diminution de la substance qui est dite dopamine. Donc ça, c'est pour... Donc je ne sais pas s'il y a un problème du son. Ça va, c'est réglé. Donc je suis collé au microphone, hein, il est presque dans ma bouche. Ça va? Tout va bien? Donc il est presque à l'intérieur de ma bouche. Hein. Donc ça, c'est en ce qui concerne les noyaux gris de la base. Le cortex cérébral, donc le cortex moteur. Donc pour le cortex moteur, il faut savoir que de même que le cortex somesthésique, il y a une région dite motrice du cortex cérébral, c'est-à-dire responsable du mouvement. Cette région responsable du mouvement est localisée au niveau antérieur du cortex cérébral, donc, et qui est organisée comme le cortex somesthésique, la même chose somatotopiquement, c'est-à-dire chaque région de votre corps, chaque segment de votre corps est représenté au niveau du cortex somesthésique. Cette représentation, donc, elle est différente en fonction du segment de votre corps. Par exemple, vous avez les mains qui occupent une position, une surface très grande, et la face, la même chose. Vous avez le tronc et les membres infs qui occupent une petite surface. Tout ça, c'est en fonction euh, de la valeur fonctionnelle de votre corps. Vous utilisez beaucoup vos mains toutes. Donc, il y a beaucoup de muscles au niveau de la main. Et l'utilisation des mains donc nécessite beaucoup de précision. On fait tout avec la main, on écrit, on divise, on vise, etc. Donc, tout ça implique que la main occupe une grande surface au niveau de votre cortex cérébral parce que la main donc assure beaucoup de fonctions qui nécessitent beaucoup de précision. Par contre, les membres inférieurs, on ne fait rien avec le tronc et le membre. Le tronc, c'est presque des mouvements de flexion, d'extension et de rotation à droite et à gauche, donc il n'y a pas beaucoup de mouvements. Donc, on n'a pas besoin d'occuper une grande surface au niveau du cortex moteur. La même chose au niveau des membres, pour les membres inférieurs. Donc, c'est très simple. Donc, qui n'occupe pas une grande surface parce qu'on ne fait rien, c'est presque des mouvements, soit on marche, soit on court, etc. Donc, il n'y a pas grand-chose. En ce qui concerne les expériences de stimulation du cortex moteur, de stimulation de distraction, montrent que le cortex moteur est organisé somatotopiquement la même chose que le cortex somesthésique. Attention, le cortex somesthésique et le cortex moteur font face et projettent des connexions point par point, c'est-à-dire le pied vers le pied, la main vers la main, etc. Donc, tout ça pour avoir un mouvement harmonieux. C'est-à-dire, si vous voulez ramasser quelque chose, donc vous devez ajuster l'intensité de la contraction musculaire en fonction des besoins. S'il s'agit par exemple d'une bouteille vide, donc vous ajustez une contraction musculaire, une petite contraction musculaire, donc juste nécessaire à ramasser une bouteille d'eau vide.
Le contraire, si vous voulez lever, par exemple, un sac lourd, donc c'est le contraire. Donc, vous devez fournir plus de contractions musculaires donc, pour avoir la force nécessaire. Donc, tout ça se fait grâce à quoi? Grâce à un système dit projection donc, du cortex somesthésique vers le cortex moteur. Donc, et grâce à ce cortex somesthésique donc, qui ramène les informations concernant la contraction de chaque muscle, la tension de chaque muscle, donc il y aura ajustement de la force en fonction des besoins. Le cortex somesthésique moteur se projette au niveau du muscle par 10 voies la même chose. Donc, il y a la voie cortico-spinale, c'est-à-dire du cortex moteur vers la moelle épinière qui innerve les muscles de la main, du pied, du tronc, etc. Par contre, il y a une voie dite cortico-nucléaire, c'est-à-dire du cortex moteur vers les noyaux moteurs du tronc cérébral qui innerve, par exemple, les muscles de la face par le nerf trijumeau. Donc, on a terminé avec ce qu'on appelle la motricité. On passe maintenant au sommeil et vigilance, certaines fonctions de sommeil et vigilance. Donc, il faut savoir qu'il y a deux états. Il y a ce qu'on appelle l'état de veille et l'état de sommeil. Et entre ces états, il y a euh, plusieurs états. Donc, vous avez le sommeil profond et l'hyperexcitation, c'est comme extrême. Donc, vous commencez à partir du sommeil. Donc, ça, c'est le niveau normal. Vous êtes en veille diffuse, c'est-à-dire parfois en veille attentive lorsque vous suivez par exemple un cours et parfois vous passez à l'hyperexcitation, donc vous êtes excité en cas de stimulation, par exemple. Vous êtes par exemple surlinéaire, etc. Il y a aussi la somnolence, le premier niveau de sommeil, puis le sommeil léger, puis le sommeil profond. Donc ça, c'est les niveaux de la vigilance. Il faut savoir que les besoins de sommeil changent en fonction de l'âge. Donc pour les enfants, donc ils ont besoin de hum, plusieurs heures de sommeil, donc au minimum 8 heures de sommeil, dites REM sleep, c'est-à-dire mouvement euh, donc rapid eye movement, c'est-à-dire les mouvements rapides des yeux, et 16 heures du sommeil profond. Donc ça, c'est le sommeil paradoxal, donc lorsque vous faites des rêves, et le sommeil, donc l'ensemble, ça va faire donc presque tout le temps, l'enfant est endormi. Par contre, l'adulte, on a besoin de maximum 8 heures de sommeil, donc sur des cycles de 90 minutes, donc des cycles de sommeil de 80 qui englobent un sommeil lent et un sommeil profond, lent et un sommeil paradoxal. Donc, il y a bien sûr des facteurs qui influencent le passage de l'état de veille à l'état de sommeil, tels que la lumière et l'obscurité et les habitudes, etc. Selon le travail, par exemple, si vous travaillez la nuit, donc vous allez dormir le jour, etc. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle les facteurs internes tels que l'horloge biologique, donc qui est purement hypothalamique suite par certaines substances telles que la mélatonine, etc. Donc, qui régule les fonctions de veille et de sommeil. Mécanisme. Il y a aussi la traduction, la corrélation EEG en ce qui concerne l'état de veille et le sommeil. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs rythmes EEG électroencéphalographiques enregistrés par des électrodes au niveau de votre cerveau, donc qui correspondent à ce qu'on appelle votre état donc de vigilance. Donc, si vous êtes en sommeil profond, donc vous aurez par exemple des ondes delta. Si vous êtes en état de somnolence ou sommeil léger, donc c'est du theta. Si vous êtes en état de veille bien décontracté, c'est le alpha. Si vous êtes excité, c'est le rythme bêta qui est le plus rapide. Le mécanisme neurochimique du sommeil-éveil, donc c'est très simple. Vous avez certaines substances qui sont excitatrices du système nerveux et certaines substances qui sont dites inhibitrices du système nerveux. Et on parle de mécanisme de l'éveil cortical et l'éveil comportemental. Donc, en ce qui concerne l'éveil cortical, donc c'est la formation réticulée mésencéphalique
qui sécrète certaines substances telles que la noradrénaline. Hmm. Donc, la noradrénaline, ça c'est la noréphédrine en anglais, c'est la noradrénaline qui excite l'ensemble du cerveau. Donc, vous êtes en état de veille. Donc, la même chose pour l'acétylcholine, donc qui excite l'ensemble du cerveau. L'éveil comportemental est assuré par la dopamine, donc si on parle de dopamine, on parle de neurotransmetteurs de la volonté. Donc, plus vous avez la dopamine, plus vous avez l'éveil comportemental, c'est-à-dire vous faites du comportement tel que la révision à l'examen, etc. Et si vous voulez pratiquer un sport, etc. Le mécanisme du sommeil, donc, c'est l'inverse, tout simplement. Donc, il y a arrêt de cette excitation de la part de l'adrénaline et la noradrénaline. Donc, tout simplement, vous tombez dans le sommeil. Donc, c'est très simple. Donc, on a beaucoup simplifié, enfin, c'est plus compliqué que ça. Donc, on a simplifié pour faciliter la compréhension. Donc, c'est juste pour vous faciliter la tâche. Donc, vous savez que votre programme, il est un peu bizarre. Donc, pour faire l'ensemble du système nerveux en 2 séances, ça me paraît un peu illogique. Donc, c'est pas normal. Donc, l'essentiel, ça, c'est votre programme. On est obligé de faire de cette façon jusqu'à jusqu'au éventuel changement du programme. Donc, on passe au langage. Pour le langage, donc, le langage, il faut savoir que le langage, si on parle de langage, on parle le plus haut niveau hiérarchique, c'est-à-dire pour les espèces, donc l'espèce le plus développée, c'est l'être humain et qui est doué de la fonction de langage, c'est-à-dire c'est le seul être sur la planète Terre qui peut parler. Donc, c'est un système très compliqué qui implique l'audition et certaines régions du cortex cérébral. Donc, ces régions du cortex cérébral qui assurent le langage, ce sont ce qu'on appelle premièrement l'aire de Broca et ce qu'on appelle l'aire de Wernicke. L'aire de Broca est localisée au niveau frontal, donc au niveau du cortex prémoteur. Donc, c'est une région, attention, l'aire de Broca est toujours unilatérale, c'est-à-dire on trouve l'aire de Broca uniquement soit à droite, soit à gauche. Pour les gens qui sont droitiers, on trouve l'aire de Broca à gauche. Pour les gens qui sont gauchers, donc logiquement, c'est l'aire de Broca à droite. Donc, par exemple, si vous êtes victime d'accident vasculaire cérébral, c'est-à-dire une hypertension qui va un peu détruire votre cerveau, donc si vous êtes droitier, vous avez logiquement droitier, vous avez un AVC à gauche, logiquement, vous allez perdre la faculté de parler, donc par distraction de l'aire de Broca. Par contre, si vous avez l'AVC à droite, vous n'allez pas perdre cette fonction, vous aurez une hémiparalysie ou hémiparalysie, mais vous n'allez pas perdre les fonctions d'élocution. Ça, c'est le plus important. C'est l'aire de Broca qui contrôle les muscles de la bouche, des lèvres, de la larynx. Euh, il y a aussi l'aire de Wernicke, donc très important. Donc parce qu'il est en connexion directe avec tout ce qui est auditif, cette aire provoque donc reçoit les informations du cortex auditif, donc pour envoyer ces informations, élaborer un plan moteur pour répondre par exemple, si je vous pose une question, donc vous allez recevoir par l'aire de Wernicke, élaborer une réponse et envoyer cette réponse à l'aire de Broca, et l'aire de Broca s'occupe de faire des mouvements de la bouche responsables de la réponse. Donc tout ça, c'est pour le langage. En dernier, vous avez la mémoire. Donc, la mémoire est par définition, c'est la capacité du cerveau à stocker une information et la restituer à volonté. C'est-à-dire, le long de votre vie, vous allez stocker les informations, de plusieurs types d'informations, quelle que soit l'information. Si vous lisez un livre, apprendre à conduire une voiture, etc. Donc, tout ça, c'est des informations donc, qui sont stockées au niveau de votre cerveau. On ne sait pas exactement c'est où. Donc, c'est uniquement des théories. Donc, et
vous pouvez restituer ces informations à volonté en cas de besoin, c'est-à-dire si vous avez besoin de rappeler de quelque chose que lors de l'examen, vous devez répondre, donc vous allez chercher la réponse dans votre cerveau, donc pour répondre sur papier. Donc, c'est ce qu'on appelle restituer les informations. Il y a plusieurs types de mémoire. Donc, il y a la mémoire à court terme, c'est la mémoire de travail, c'est la capacité de garder des informations pendant des périodes de quelques secondes à quelques minutes. C'est-à-dire, si par exemple, je vous parle maintenant, je vous explique les cours, donc vous allez garder certaines informations rapidement comme ça, qui sont un peu associées à certaines choses dans votre tête. Si je vous parle de langage, par exemple, vous allez vous rappeler de votre grand-mère qui est aphasique suite à un accident vasculaire. Donc, vous gardez ces informations, mais momentanément. Donc, vous allez les oublier juste après. Il y a la mémoire à long terme, c'est la retention des informations pendant plusieurs jours, des semaines, voire toute la vie. Donc, par exemple, si vous n'oubliez jamais votre nom ou par exemple, n'importe quelle information, par exemple le Coran, quelques versets du Coran, par exemple, Alhamdulillah, etc. Donc, vous n'allez pas les oublier. Et attention, il y a deux types de mémoire à long terme. Donc, vous avez la mémoire déclarative qui concerne le stockage des données qui peuvent être imagées de la conscience, qui sont exprimées le plus souvent par le langage. Par exemple, je vous demande votre nom, vous allez me dire, je m'appelle Souhila, je m'appelle Mohamed, etc. La mémoire non déclarative ou procédurale donc concerne l'apprentissage d'une habilité motrice, par exemple, si euh, comme par exemple faire du vélo ou conduire une voiture, etc. Donc, c'est presque toujours un comportement. Et cette mémoire est liée à la répétition fréquente d'une tâche. Les structures impliquées dans la mémorisation qui sont très connues, donc qui sont situées dans le lobe temporal, et des structures limbiques telles que le lobe frontal, préfrontal, etc., et des aires associatives. Donc, ces structures donc, sont essentiellement l'hippocampe et l'amygdale, donc qui sont associés, donc l'hippocampe et l'amygdale, qui sont associés au cortex singulaire et néocortex. Donc, tout ça, c'est bien sûr, il y a un système très important de la mémorisation, donc c'est déjà associatif, temporal et limbique, etc. Donc, ça concerne la mémorisation de ce qu'on appelle les sentiments et les émotions. Donc, si vous êtes énervé, donc vous êtes anxieux, donc suite à un accident, par exemple, quel que soit, donc vous allez garder des mémoires dites émotionnelles, c'est-à-dire vos sentiments à ce moment, donc qui vont être, si on vous reproduit le même scénario, vous allez évoquer les mêmes sensations. Donc, je parle de tout ce qui est psychologique. Donc, parce que l'ensemble est gardé dans le système associatif qui implique le système limbique qui sécrète les hormones et ces hormones donc de stress, la même chose que la joie. Donc, si vous avez un événement qui vous rend heureux, bah, par exemple, si lorsque vous avez eu votre bac et d'autres événements qui s'expriment par la joie, donc la même chose, c'est grâce à un système d'association et le système limbique, donc qui implique certaines hormones, donc vous allez sentir la joie avec la sensation de la joie sur le plan psychologique. Donc ça, c'est pour la mémoire. Donc, on a terminé avec le cours. Donc, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc, est-ce qu'il y a des questions? Tout va bien, il n'y a aucun problème. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement, hein. Si vous n'avez pas de questions, donc,
Donc, je vais couper. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, il n'y a pas de questions. Donc,